cette nouvelle édition du 12-45, mercredi 12 janvier 2022. Voici les titres. La Côte d'Ivoire se réjouit des bons résultats de l'éducation nationale. Les réformes entreprises depuis 2011 portent leurs fruits et plus de 10 ans plus tard, les chiffres sont encourageants et les perspectives toujours plus ambitieuses. Les Maliens de Côte d'Ivoire, la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU et les partis politiques, tout le monde a un avis sur le bras de fer entre le Mali et la CEDEAO. Pour le PPACI, les sanctions de l'institution restent excessives et impertinentes. Enfin, à quelques heures du premier match de la Côte d'Ivoire dans cette CAN au Cameroun, le gardien numéro 1, Sylvain Gbowo, a été suspendu par la FIFA. Le joueur de 33 ans est soupçonné de dopage. Les Maliens sont inquiets depuis que la CEDEAO a décidé de durcir les sanctions afin de faire plier le gouvernement de transition dans l'objectif d'accélérer l'organisation des élections. Notre équipe de journalistes est allée à la rencontre des Maliens vivant à Abidjan. Très attachés à leur pays d'origine, ils n'imaginent pas un futur dans une telle situation. Les détails avec Armel Mendy et Madoussou Yepi. Le Mali d'Assimi Goïta s'est vu frapper dimanche 9 janvier par la CEDEAO et l'UEMOA d'une batterie de sanctions économiques, allant du gel des avoirs maliens à la BCEAO, la suspension des transactions avec Bamako, à la fermeture des frontières. L'économie du pays va devoir vivre coupée d'une grande partie de son système commercial et financier, quand on sait que 60% du commerce extérieur du Mali se fait avec ses voisins de la CEDEAO. Du côté de la junte militaire, rien n'est fait pour baisser la tension. Bien au contraire, elle a riposté aux sanctions en exigeant le retour de ses ambassadeurs en poste dans les pays de la CEDEAO et également annoncé la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec ces États. Pendant que le bras de fer durcit, l'inquiétude monte au sein de la population vivant au Mali, mais aussi ailleurs comme en Côte d'Ivoire. Des ressortissants maliens craignent des répercussions néfastes de ces sanctions sur les activités. Ça n'arrange pas le Mali, ça n'arrange pas aucun. Nous, les Maliens qu'on est là, ça ne nous arrange pas. Parce que nous, on est nourris dans le transport Mali, Bamako, et puis Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc ça ne veut pas. C'est le transport là qui nous fait nourrir. Donc s'il n'y a pas de transport, la frontière est fermée. Ça quand même, ça ne nous arrange pas. Il n'y a même pas de transaction. S'il n'y a pas de transaction, toi tu as ton frère qui est malade à la maison maintenant. C'est toi qui es en extérieur. Tu dois l'envoyer l'argent, il n'a qu'à partir à la pharmacie payer les médicaments. Et s'il n'y a pas de transaction, comment ça peut aller? Ça ne veut pas partir. Hein? Tout ça, c'est quelque chose qui ne peut pas, que ça ne va pas. Pour Touré Souleymane, transporteur, ces sanctions visent certes le Mali, mais leurs conséquences n'épargnent aucun pays de la CEDEAO. Ça va gâter toute notre activité. Parce qu'à un moment, on a fait ici dans le temps de Corona, un moment, il n'y avait pas de transport. J'étais là sûr que nous, les transporteurs, il y en a beaucoup parmi nous qui mangent dans l'affaire avec des crédits. Parce que les propriétaires, ceux qui ont les gens qui ont les cars, avec eux on travaille, quand c'est planté, c'est fermé, et ils ont pris les cas, ça y est, actuellement, ils sont au Mali. C'est pas bien pour le Mali, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire, c'est pas bien pour le Burkina, c'est pas bien pour le Niger, c'est pas bien pour le Sénégal, c'est pas bien tous les Mali à Kay. Mali fait 7 frontières avec des pays francophones en Afrique. C'est pas bien pour eux tous. Par exemple, les Sénégalais passent par le Mali pour rentrer au Sénégal. S'il y a l'embargo au Mali, si ce n'est pas par les voiles, ils ne peuvent pas rentrer. Ceux qui vont au Niger, si le Mali est embargo, tu ne peux pas quitter à Bamako pour aller au Niger. Tu ne peux pas quitter à Bamako pour aller au Burkina. Ce n'est pas bon pour nous tous. Diko Brahima, lui, plaide pour un allègement des sanctions. Ça ne nous arrange pas. Pour la sanction, vraiment, ça ne nous arrange pas. Ce qu'on doit faire, de chercher une autre solution. De tomber d'accord sur une autre but. Pour l'heure, nous sommes loin d'un dénouement de la crise car des compagnies comme Air France et Air Côte d'Ivoire ont annoncé la suspension de leurs vols en direction du Mali. Rappelons que les sanctions à l'endroit du Mali sont consécutives à la volonté des autorités de Bamako de mener une transition sur 5 ans. Un délai jugé inacceptable par la CEDEAO. En septembre 2015, la Côte d'Ivoire a voté la loi sur l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans.
En mars 2018, le plan stratégique d'accélération de l'éducation des filles a été adopté. Depuis 2011, les réformes opérées par l'État dans le secteur de l'éducation nationale ont produit des résultats significatifs. Ainsi, le taux brut de scolarisation, qui était de 89,30% en 2011-2012, est passé à 100,5% en 2018-2019 chez les filles. Le taux d'achèvement primaire en 2019-2020 était de 82,2% contre 52,1% en 2011. Les mesures dans le système éducatif vont se poursuivre avec depuis 2021 le programme Côte d'Ivoire solidaire avec par la même occasion les états généraux sur l'éducation visant à observer et analyser le système éducatif afin de trouver les points faibles et les points forts et d'enfin améliorer le système. Malaise, intoxication alimentaire ou empoisonnement, les rumeurs et théories se multiplient pour tenter de comprendre le drame qui s'est produit hier dans la commune de Koumassi. Dans une note, le groupement des sapeurs-pompiers détaille avoir trouvé plusieurs personnes prises de malaise dans un appartement à Koumassi, quartier d'Ivo. Des victimes qui présentaient des vomissures et des selles pour la plupart. 4 d'entre elles ont fini par rendre l'âme hier. La 5e personne, d'abord dans le coma, est décédée ce matin. Pour l'heure, la cause de ces malaises reste inconnue. Et puis, autre décès dans des conditions difficiles, celui du petit David, un adolescent âgé de 14 ans, accusé d'être possédé par un esprit impur. David et son petit frère ont été contraints de faire un jeûne à sec de 3 jours, c'est-à-dire sans boire ni manger. Résultat, l'adolescent décède des suites d'une malnutrition sévère. Son frère est toujours en vie, mais dans un état critique. L'homme derrière cette situation n'est autre que le père des 2 enfants, qui se proclame prophète. Andrea Sémion et Francis Coffi sont revenus sur les circonstances de ce drame, suivant ensemble leur reportage. C'est l'affaire qui court les réseaux sociaux ivoiriens ces derniers jours. Un père est accusé d'avoir laissé mourir son fils. L'accusation est portée par la mère, actuellement hors du pays, et qui se livrait sur la toile récemment, en dénonçant un assassinat par le truchement d'une malnutrition sévère. Mon deuxième et mon premier, on les a mis si jeunes secs. On les met dans la chambre et chaque soir, le père Bizier passe et il frappe les enfants. Les enfants ne mangent pas. Mon premier fils est mort. Il a menti que l'enfant avait malnutrition. Avec quoi? Fièvre typhoïde et palu. Je ne sais pas où ils ont envoyé l'enfant. C'est mon dernier maintenant qui explique. Je l'ai appelé aujourd'hui. Il dit, maman, quand Kifi, on était dans le moment des jeunes dans la maison, la femme de papa venait et elle disait, c'est vous, vous êtes à la base. C'est à cause de vous, la vie de vos papas ne décolle pas, son ministère ne décolle pas. Eux, on frappait le plus grand. Mon fils qui est mort. Une histoire tragique que la jeune mère a tenu à partager en vue de soustraire son 2e fils de l'emprise de son père, craignant qu'il ne finisse comme son frère aîné. Et l'histoire est partagée avec celui qui est considéré aujourd'hui comme le vagabond de la charité, qui en fut ému. Ce mardi, nous l'avons rencontré et il nous a partagé son ressenti sur cette affaire. Cet enfant est arrivé aux urgences. Le premier jour, le lendemain, il est décédé. Il n'a pas fait un AVC. Ce n'est pas une crise cardiaque. Ça veut dire que cet enfant, durant un laps de temps de 10 à 15 jours, a subi des choses. Il y a eu un laisser-aller par rapport à certaines choses qui ont conduit cet enfant d'une maladie, d'une malnutrition, à pouvoir se dégrader physiquement et psychologiquement, et ce qui a amené, en dernier recours, à cause de la pression que la maman a mise, parce que dans les voices, on entend la maman dire que si mes enfants ont eu quelque chose à cause de ta malnutrition, et comme tu ne veux pas les soigner, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est ce qui a poussé. Le dernier jour, envoyer l'enfant en urgence. Sur ces images, le père du jeune garçon de 14 ans décédé, se présentant comme un prophète, qui d'après plusieurs témoignages, entendait délivrer ses enfants possédés d'esprits impurs. Il leur a imposé un jeûne sec, c'est-à-dire ni manger ni boire de l'eau pendant 3 jours. Le second enfant actuellement hospitalisé suit un traitement pour retrouver la pleine mesure de ses moyens. Pour venir en aide à ce dernier, une alerte a été lancée par Hassan Hayek pour dénoncer ces actes, mais surtout pour que l'on s'assure que le petit frère de David est loin du danger. Et nous avons lancé l'alerte, pas pour indexer par exemple, ou bien porter le discrédit sur une religion ou sur le travail de quelqu'un, ou rentrer dans des débats inutiles.
Ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'humanitaires, c'est vraiment que le deuxième enfant soit sauvé. Et si c'était à refaire, même tout de suite, on m'envoie le même message, je ne cherche pas à savoir qui a raison et qui a tort. Je me dois d'alerter parce que le message, je l'ai reçu par des professionnels et ni par le père ni par la mère. Aussitôt qu'elle a appris cela, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a dépêché une équipe conduite par la directrice de la protection de l'enfant qui a apporté assistance médicale au petit frère et pris en charge d'un point de vue psychosocial et l'enfant et le père. À ce jour, nos tentatives pour entrer en contact avec le mis en cause sont restées vaines. Ces cas de maltraitance ou de négligence qui surviennent dans le pays devront attirer plus de fermeté des pouvoirs publics à travers les services de la protection de l'enfance afin de limiter ce phénomène. La situation au Mali préoccupe les populations et fait réagir autant les citoyens que les politiques. Ainsi, le PPACI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, s'est exprimé, reconnaissant que la situation au Mali est une entorse au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire trouve excessives et impertinentes les mesures de rétorsion prises contre le peuple malien. Dans un communiqué, le parti a déclaré s'interroger sur la pertinence des lourdes mesures coercitives prises à l'encontre de la République du Mali, un avis qui est en accord avec celui des autorités maliennes qui ont aussi jugé ces mesures sévères et se déclarent toujours ouvertes à un dialogue avec la CEDEAO, même si les ambassadeurs maliens ont tous été rappelés. Les commerçants de la Cola d'Anyama sont mécontents et se mettent en grève. À l'origine de la gronde, une taxe sur l'exportation fixée par l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière Cola. Pour comprendre les raisons de cette grève, le maire de la commune a rencontré les commerçants. Le compte-rendu avec Chelina Lebonsoro, Ahmed Badini et Félicien Biaou. 30 ans que Sidibé Mamadou est commerçant de cola dans la commune d'Anyama. Depuis le début de la Covid-19, son commerce bat de l'aile. On s'en sort un peu, pas trop. Actuellement, là, ça ne bouge pas. Cola, même, ça ne marche pas trop actuellement. À cause de Covid-19, là, Cola, là, ça ne bouge pas trop. On arrive à se débrouiller quand même pour nourrir nos familles. Il y a quelques jours, Mamadou Sidibé a immobilisé tout son stock qu'il avait prévu pour exportation vers le Mali. Il observe, comme tous les commerçants de cola d'Anyama, un mouvement de grève suite à une taxe sur l'exportation et les cotisations professionnelles fixées par le conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière cola, Intercola. Il craint que cette situation n'entraîne la faillite de son activité et a espoir qu'une solution sera vite trouvée. On avait chargé au Mali, on a vu que ça ne peut pas aller. Là, on a déchargé. On a envoyé les colas dans le magasin ici. C'est mieux pour aller garer sur la route. Les colas ne supportent pas le soleil. Bon, on a eu que bon, c'est pas bon, non, on a déchargé pour venir mettre ça au magasin ici. En attendant que ça va aller, là on va commencer à charger encore. Maintenant ici, le prix c'est de 25 000 par panier. 25 000 par panier, ça fait que 1 kilo à 500. Bon, et nous imposent aussi de payer par panier 510 francs pour faire sortir cola, alors qu'on paie toutes les taxes, on paie les 10. Quand tu attaches cola ici même, avant de faire sortir, tu peux dépasser quelque chose de 5 000, 6 000. Il y en a même c'est 8 000 avec tous les frais. S'ils viennent imposer les taxes encore là, ça devient double. C'est pourquoi on a vu que ça nous arrange pas. Parce qu'on paye les taxes d'État déjà. Bon, et puis nous imposer les taxes aussi pour payer. C'est pourquoi on a vu que ça ne nous arrange pas. On demande à l'autorité de nous aider. À l'invitation du maire de la commune d'Anyama, l'association des jeunes commerçants de cola de Côte d'Ivoire s'est rendue dans les locaux de la mairie. Objectif, expliquer le motif de leur mouvement de grève. Le message pour eux est simple, contester cette taxe et demander sa suspension. Les gars veulent nous prélever chaque kilo de cola 10,6. Quand on charge cola, quand tu calcules, ça fait 510 000 par chargement. Vraiment, nous les commerçants, ça ne nous arrange pas. On demande à l'État pardon. Compte tenu de la situation, tout le monde voit qu'il y a Covid-19. On paie tous les taxes de l'État, les magasins paient impôts. Tous les coopératives qui font export paient impôts. On ne peut pas comprendre que les gars viennent nous imposer chaque chargement de payer 510 000 francs CFA. Nous, on est venu demander à le maire, à mettre à le gouvernement des choses, d'annuler ces arrêtés. Cet arrêté ne nous arrange pas. Puisque la plupart des leaders de ces intercolas ne sont pas des commerçants de cola. Amidou Silla s'est inquiété de cette grève des commerçants de cola dernièrement et en a profité pour lancer un appel au gouvernement afin de trouver une solution à cette situation qui fait perdre des recettes à la commune dont l'activité économique repose essentiellement sur le commerce de la cola. Nous demandons
l'intervention de M. le Premier ministre pour que Anyama soit libéré, puisque la ville est paralysée aujourd'hui. Quand la Kola ne marche pas, rien ne marche à Anyama. Nous demandons encore l'intervention de M. le Premier ministre d'aider les commerçants de Kola Anyama. La ville est paralysée. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur et exportateur de la cola avec une production de 260 000 tonnes en 2016, dont 200 000 tonnes exportées et la filière occupe 2000 producteurs. Sylvain Gbowo, le gardien ivoirien, ne participera pas à la CAN. Testé positif à une substance dopante en novembre dernier, le gardien a été suspendu pour dopage à 24 heures de son premier match de la CAN contre la Guinée équatoriale à Douala. L'annonce a été faite par la Fédération ivoirienne de football. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a évoqué un traitement ophtalmologique pris par le joueur sans faire le lien avec le contrôle positif. Pour le premier match des éléphants ce soir, l'entraîneur français de l'équipe nationale aura le choix entre 3 gardiens, Badra Ali Sangaré, Abdulkarim Cissé et Eliezer Ira Tapé. Le point sur l'évolution de la Covid-19 dans le pays ces dernières 24 heures. 180 nouveaux cas ont été détectés sur 6314 échantillons prélevés en 24 heures. Le pays a enregistré 802 personnes guéries et 4 décès. Et depuis le 1er mars 2021, 7 758 962 doses de vaccins ont été administrées. L'actualité se poursuit à l'international. Après le PPACI, c'est au tour du Conseil de sécurité de l'ONU de réagir suite aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et cette fois-ci, les avis sont mitigés. Alors que la CEDEAO aurait voulu le ralliement des pays membres du Conseil et de la communauté internationale, la situation était plus particulière. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont rejeté une transition de 5 ans au Mali et soutenu les sanctions annoncées par la CEDEAO. Mais de leur côté, la Russie et la Chine ont plaidé pour la non-ingérence au Mali. Tout comme le président de la transition, Assimi Goïta, le représentant de Bamako au Conseil de sécurité de l'ONU, a dénoncé les annonces illégales et illégitimes de la CEDEAO. L'insécurité règne au Burkina Faso, où une tentative de coup d'État aurait été déjouée. Soupçonnée de tentative de déstabilisation des institutions, 8 militaires ont été interpellés par la police militaire judiciaire. Une enquête a été ouverte après qu'un des soldats ait dénoncé le plan qui se préparait. Plusieurs militaires ont été interpellés et interrogés. Parmi eux, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, chef du corps du 12e régiment d'infanterie commando. Le parquet assure que la procédure suivra son cours dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense. Merci de votre fidélité. L'information revient ce soir dans le 19h45. Bonne suite des programmes sur Live TV.